merci pour votre présence à l'appel. Monique Magloire, présente. Roger Quedeflous. Présent. Nicole Billou. Présent. Francis Lange. Présent. Nicole Dufault. Présent. Michel Bille. Présent. Anne Chouvancy. Présent. Joachim Costa. Présent. Bruno Vermès. Présent. Valérie Cazenave-Dimillier. Présente. Thierry Annette. Présent. Céline Lacoste est excusée à donner procuration à Monique Sémavoine. Frédéric Lescudé. Présent. Jennifer Daragon est excusée à donner procuration à Angélique Mougin. Pachi Elisèche. Présent. Angélique Mougin. Présente. Philippe Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présente. Michael Barraf est excusé à donner procuration à Julie Champagne. Je vous remercie. Nous allons... je vais désigner le secrétaire de séance. Je vous propose Joachim Costa. Ça fait longtemps. Nous allons approuver ou pas le procès verbal du dernier conseil municipal du 10 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Personne ne s'oppose, personne n'est contre. Il est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais vous présenter le relevé des décisions. Je l'ai où? C'est ça? Non. C'est à dire. Il me manque. C'est ça. Alors voilà. Ça c'était le parcours. Ok. Donc c'est le relevé des décisions qui ont été prises par délégation du conseil municipal, qui ne se vote pas, qui prenait juste acte. Première décision. Location au 15 février 2024 du logement communal 6 au 8 rue Jules Ferry, pardon, qui est une petite villa, ancienne villa d'instituteurs ou d'institutrices, T4 de 101 m² pour un loyer mensuel de 951 €. C'est le logement qui avait été prêté au centre social pendant toute la durée des travaux de rénovation du centre social. Donc nous retrouvons notre loyer mensuel de presque 1 000 €, 951 €. Deuxième décision, renouvellement du contrat de mise à jour et de maintenance du logiciel de bibliothèque Colibri auprès de l'éditeur Logic System pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 24 février 2028 pour un montant annuel hors taxe de 250 €,08. Troisième décision, l'avenant numéro 1 au marché d'aménagement des jardins familiaux avec la SARL PGP, titulaire du lot Espace Vert, en vue de la fourniture et la pose d'un train agricole pour un montant de 571 000,56 € hors taxe et qui porte le montant total du marché des jardins familiaux à la somme de 25 084 € hors taxe. Il n'y a pas une erreur sur le montant du DREL, 571 000, tu nous as dit. 571,56 €. Non, j'ai dit virgule 56. Non, tu as dit 571 000. Alors, je vais Tu nous as fait peur, on est furieux. mais moi, je me suis entendue avec 571 €, donc ça ne me choquait pas. Veuillez m'excuser, donc je répète. En vue de la fourniture et la pose d'un train agricole pour un montant de 571,56 € hors taxe. Ça, c'est parce que M. Domenech il met des points au lieu de mettre des virgules. Il faut bien trouver un coupable. Voilà. Bien, alors nous allons passer au premier projet de délibération que je vais confier à Roger Quedeflous. Il s'agit de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau pour l'installation de repères de crues. Donc, la commune de Mazères-le-Zon est soumise à un plan de prévention des risques d'inondation, PPRI. Ce dispositif réglementaire s'accompagne d'obligations pour la commune, notamment celle de poser et d'inventorier des repères de crues. Cette matérialisation de repères de crues, de même que la signalétique du risque d'inondation qui l'accompagne, doivent contribuer à améliorer les connaissances et la conscience du risque d'inondation. Dans le cadre du programme d'études préalables au programme d'action de prévention des inondations, que l'on dénomme PAPI,
le syndicat mixte du bassin de Gave de Pau, SMBGP, propose son aide aux communes concernées pour la fourniture et l'installation de ces repères de crues via le projet de convention ci annexé. La fabrication des repères de crues sera annualisée et ils seront mis à disposition des communes grâce au plan de financement retenu par les communautés de communes ou d'agglomération membres du SMBGP et la participation de l'État au travers du fonds Barnier dans le cadre des programmes d'études préalables au PAP. Le nombre et l'implantation des repères de crues seront définis d'un commun accord entre le SMBGP et chaque commune. Et une participation financière forfaitaire sera sollicitée à hauteur de 100 € par repère de crues installé. Madame le maire propose d'adhérer à cette convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat mixte du bassin de Gave de Pau pour l'installation de repères de crues. Invité à se prononcer sur cette question et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour SMBGP pour la fourniture et l'installation de repères de crues sur la commune, autorise Madame le maire à signer la convention proposée en annexe et précise que les crédits nécessaires seront prévus au budget. Merci. Roger, est-ce qu'il y a des questions? Je crois que c'est assez clair, ça sera très utile. J'espère que ça ne montera jamais trop haut. C'est dans les ouvrages ou dans les endroits dangereux qu'il y aura des repères de crues, parce que justement, c'est après géolocalisé et ils surveillent évidemment l'eau beaucoup plus facile que quand il n'y a rien. On fait... Très utile. Donc, pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La suivante sera présentée par Nicole Bidou. Il s'agit de la convention d'adhésion avec le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques pour la gestion des dossiers d'allocation chômage. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que les agents fonctionnaires et contractuels de la fonction publique ont droit, comme les salariés du secteur privé, à l'allocation d'assurance chômage, dite allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE, en vertu de l'article L. 5724-1 du Code du travail. Le droit à l'ARE de l'ensemble des agents de la fonction publique est régi par le décret numéro 20-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents et salariés du secteur public. Ce décret pose le principe selon lequel les agents de la fonction publique ont droit à l'ARE dans les mêmes conditions que les salariés relevant du régime d'assurance chômage, sauf disposition spéciale qu'il prévoit. Ce décret permet ainsi d'adapter les règles d'indemnisation du chômage aux particularités de l'emploi dans la fonction publique. Elle précise les conditions d'ouverture et de versement de l'ARE, notamment en cas de privation involontaire d'emploi ou assimilée, ainsi que les modalités de calcul de cette allocation. Elle expose aux membres du conseil municipal que les centres de gestion peuvent proposer à leurs collectivités affiliées et adhérentes des prestations facultatives. À ce titre, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une prestation de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi, ARE. Madame le maire propose l'adhésion à cette convention de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi proposée par le centre de gestion à compter du 1er avril 2024. Invité à se prononcer sur cette question et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise d'adhérer à compter du 1er avril 2024 à la convention de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi proposée par le centre de gestion, autorise Madame le maire à signer la convention proposée en annexe et précise que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice en cas de besoin. Merci beaucoup. Je trouve la délibération assez claire. Y a-t-il cependant des questions? Ce sont des cas rarissimes que nous avons besoin de faire recourir au chômage entre guillemets des agents de la fonction publique territoriale. Ça peut arriver parfois après une longue maladie ou une possibilité de reclassement à la suite d'une maladie. Ça peut arriver et le recours au centre de gestion nous sera bien précieux parce que ça nous est déjà arrivé et ça donne un travail absolument colossal. Ça mobilise un agent pendant des mois et des mois. On ne peut pas se permettre ça. Donc il vaut mieux le déléguer au centre de gestion si cela doit se reproduire, ce que nous n'espérons pas évidemment. Pas de questions? Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? Alors c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La suivante sera présentée par Anne Chauvency. Il s'agit de l'adhésion au groupement de commandes organisé par les syndicats départementaux d'énergie en vue de l'achat d'électricité et de gaz naturel. Vu la directive européenne numéro 2009-72-CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur d'électricité, vu la directive européenne numéro 2009-73-CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, vu le code de l'énergie, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code des marchés publics, notamment son article 8, considérant que la mairie de Mazères-le-Zon a des besoins en matière d'achat d'énergie, de fourniture et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix, considérant que la mairie de Mazères-le-Zon est adhérente depuis l'origine au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fourniture et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique fondés par les syndicats départementaux d'énergie Aquitaine, donc SDE 24, SIDEC, SDEG, SDE 47 et TE 64. Considérant que les syndicats départementaux d'énergie de Dordogne, des Landes, de Gironde, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de Charente-Maritime, de la Creuse et de la Haute-Corrèze lancent un nouveau marché de gaz et d'électricité par le biais de ce groupement pour la période 2026-2028. Sur proposition de Madame le maire et après avoir entendu son exposé, le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame le maire à faire acte de candidature au marché de gaz et d'électricité proposé par le groupement, d'autoriser les syndicats départementaux d'énergie cités précédemment à solliciter en tant que de besoin auprès des gestionnaires de réseau et des fournisseurs d'énergie l'ensemble d'informations relatives aux différents points de livraison, de s'engager à exécuter, avec là où les entreprises retenues, les marchés, accords cadres, puis marchés subséquents dont la mairie de Mazères-le-Zon est partie prenante, de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords cadres et marchés subséquents dont la mairie de Mazères-le-Zon est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. Merci. Merci beaucoup. Bon, je crois que vous avez l'habitude de ce type de délibération pour des groupements de commandes qui nous permettent d'avoir des coûts plus intéressants, des prix plus intéressants que si on faisait tout seul. Parce que d'ailleurs, ce serait pas. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc, qui est pour adhérer à ce groupement? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la suivante va être un peu plus compliquée. C'est à la fois c'est compliqué, c'est technique. Il s'agit, je vais vous la présenter moi-même, il s'agit de la Convention territoriale globale qu'on dénommera la CTG, Convention globale territoriale, avec la Caisse d'allocation familiale. Donc la Caisse d'allocation familiale, que j'appelle le CAF, souhaite rendre plus lisibles les financements qu'elle apporte à ses partenaires. La CTG, Convention territoriale globale, devient, dorénavant, le cadre contractuel de référence entre la CAF et les collectivités territoriales, en lieu et place de ce qu'on appelait avant des contrats enfance-jeunesse. La CTG est une démarche partenariale de conception d'un projet social de territoire. Elle se concrétise par la signature d'une convention conclue entre la CAF, les Pyrénées-Atlantiques, la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et l'ensemble des communes, les 31 communes. La démarche est pilotée par la CAF, les Pyrénées-Atlantiques, et la communauté d'agglo, et associe l'ensemble des communes du territoire souhaitant s'inscrire dans cette réflexion. Cette évolution génère des nouvelles modalités de financement des structures qui sont appelées bonus territoire. Ne me demandez pas pourquoi, personne ne le sait. C'est la CAF qui a trouvé ce nom, donc appelé bonus territoire. Ces derniers sont versés directement aux gestionnaires de services et équipements en remplacement des anciens contrats enfance-jeunesse.
à ce stade-là, je m'arrête, j'ouvre une petite parenthèse pour vous donner l'exemple de ce que je viens de dire. Jusqu'à il y a 2 ans, dans le cadre du contrat enfance-jeunesse qui nous liait à la CAF pour le centre social et la crèche, l'aide financière de la CAF passait par la commune qui l'a retransférée au centime près au centre social. Depuis l'année dernière, on est déjà dans ce cadre-là. La CAF a versé directement au centre social les fameux 6 000 € que nous ne lui avons pas donnés par conséquent l'année dernière, d'où cette confusion peut-être de certains qui ont pensé qu'on avait baissé la subvention de 6 000 €. Pas du tout, c'est que les 6 000 sont passés directement de la CAF au centre social. Et ce sera dorénavant comme ça. Donc c'était avant, dans le contrat enfance-jeunesse, ça transitait par la mairie et ça repartait aux prestataires. Depuis l'année dernière, ça va directement aux gestionnaires plutôt qu'aux prestataires. Le contrat enfance-jeunesse de la commune de Mazères-le-Zon étant arrivé à échéance au 31/12/2019, c'est pas une faute de frappe, hein, 19, la commune a décidé d'adhérer par délibération en date du 7 décembre 2020, du 7 septembre 2020, quelques mois plus tard, à l'accord cadre préalable à la mise en œuvre de cette CTG, de cette Convention territoriale globale, signée entre la CAF 64 et la communauté d'agglomération Auvergne-Rhône, afin, dans un but très important, afin de sécuriser les recettes de chaque établissement. Sans cela, la CAF ne donnait pas ses aides financières. Donc on avait fait ça pour permettre justement le versement de ces aides et nous concernant le transfert vers le centre social, afin de sécuriser les recettes de chaque établissement du territoire. Cela a permis de verser le montant des financements attendus pour les exercices de 2020 à 2022. Non, alors vous avez une coquille dans la délibération. Ce que je dis, je l'ai corrigé par-dessus, c'est de 2020 à 2022 et vous pouvez le rectifier sur votre délit. Je suis désolée, on s'en est rendu compte tout à l'heure. Voilà. C'est encore M. Domenech et quand il ne met pas des points, il met d'autres chiffres. C'est pour voir si on suit bien. Voilà, exactement. Donc, cela a permis de verser le montant des financements attendus pour les exercices de 2020 à 2022. 2020, 2021, 2022. La Convention territoriale globale, CTG, couvre un large champ de thématiques relevant de la branche famille de la Caisse d'allocation familiale, à savoir la petite enfance, c'est-à-dire les crèches, par exemple, l'enfance et la jeunesse, la parentalité, mais aussi ces premières thématiques sont obligatoires, hein, mais aussi le logement et cadre de vie, facultativement, l'accès aux droits et l'inclusion numérique, la solidarité et l'animation de la vie sociale. Sur le territoire de la communauté d'agglomération, la CAF propose d'articuler le plan d'action de la CTG 2022 à 2026 autour de 4 thématiques obligatoires: la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, selon 4 axes d'intervention. C'est là que ça se complique un petit peu. C'est-à-dire ces 4 volets peuvent être ventilables, si je puis utiliser ce mot, dans les 4 axes suivants qui sont décrits ici. Maintenir et développer une offre de services de qualité, innovante, adaptée aux besoins du territoire pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Axe 2, accompagner les parentalités. Jusque-là, ça va. Acte 3, développer les compétences, échange de l'attractivité des métiers de ce secteur. Axe 4, mettre en place des espaces interinstitutionnels de coordination de la CTG. Des avenants seront possibles dans le cas où de nouvelles actions seraient éligibles à ce partenariat. Donc je vais vous demander de vous prononcer, si vous le voulez bien, pour approuver la Convention territoriale globale proposée par la CAF pour la période 2022 à 2026 et de m'autoriser à signer la Convention territoriale globale et tous les actes qui s'y rattachent.
avant de vous demander si vous avez des questions et de voter, je peux ajouter deux choses. La première, c'est que si nous ne signons pas cette convention, nous allons de nous-mêmes nous exclure du dispositif voulu par la CAF pour percevoir les recettes qu'elle est en mesure de distribuer. Donc, c'est une convention, on va la signer. D'accord? On n'a pas le choix. C'est ça, ou alors on n'existe plus, on s'exclut. Et deuxièmement, comme cette délibération a été présentée en bureau des maires la semaine dernière, des maires de l'Aglo, j'ai demandé à la directrice de cette, comment il faut dire, de cette direction, si elle acceptait que ces services viennent nous voir en mairie pour nous expliquer tout ça. Alors, elle m'a dit oui, donc elle le fera. On organisera éventuellement une réunion pour ceux qui souhaitent approfondir, pour ceux qui voudraient y venir. Et on va essayer de trouver une date qui convienne le plus largement possible. En tout cas, on ne va pas en rester là parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu complexe, parce que quand on lit la délibération, on ne se retrouve pas forcément dans notre cas spécifique de Mazères-Luzon, et c'est la même chose pour d'autres communes. Ce qui est précisé, je ne l'ai pas vu peut-être ça, on nous a quand même annoncé que prochainement, quand toutes les communes auront voté, ce qui doit être fait avant la fin de ce mois, avant le 31 mars, d'où la nécessité de nous réunir en conseil municipal avant cette date. Et que ce sera voté en conseil communautaire, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine, dans une semaine, et que sera, en supposant que tout le monde vote, que tout le monde est d'accord, tout le monde est conventionné, tout le monde veut percevoir les aides de la CAF, les services de l'aglo nous enverront une fiche commune, de la commune, personnalisée, qui nous... c'est pour cela qu'on aura une fiche, ou c'est pour la... C'est peut-être pas pour ça. Si on aura une fiche de la commune, et aussi pour le reste. Voilà. Donc on aura quand même un outil dans lequel on pourra se retrouver véritablement, nous, Mazères-Luzon, parce qu'on n'est pas dans la même situation que Uzos, Hydron, Billère, Lescar, etc., etc. Il y en a qui ont gardé. Nous, par exemple, notre crèche est devenue intercommunale, enfin communautaire. D'autres communes ont gardé la crèche. D'autres communes n'ont pas de centres sociaux ou d'ALSH, etc. Donc, pour s'y retrouver un petit peu là-dedans, peut-être que c'est, comme je l'ai dit dans la première phrase, la CAF souhaite rendre plus lisible les financements qu'elle apporte à ses partenaires. Peut-être que pour elle, ça sera plus visible, mais nous, pour nous, à ce stade, on a peut-être besoin de poser des questions à la CAF pour répondre à des détails. Alors, avez-vous des questions auxquelles je pourrais répondre? Moi, c'est juste le caractère cadre thématique obligatoire. Donc ça, c'est dans la CTG, en fait. Oui. Les critères d'évaluation de la CAF pour attribuer ou pas des financements. Oui, pour répondre à ces actes, pour que le partenariat soit possible. Oui. Et la CAF évaluera chaque structure sur chaque territoire, en fait. Voilà, je pense. Okay. Je pense. Et y compris pour les non obligatoires. C'est-à-dire, si sur un critère non obligatoire, on décide de l'inclure dans la convention, la CAF en fera de même. Mais les non obligatoires, ils sont cités. Il s'agit de... logement, cadre de vie. Voilà. Après la parentalité, les thématiques dites obligatoires d'une CTG, on peut ajouter le logement et cadre de vie, l'accès aux droits et l'inclusion numérique, la solidarité et l'animation de la vie sociale, mais ça, c'est déjà délégué au centre social, le dernier, la solidarité et l'animation de la vie sociale. C'est transféré au centre social. Voilà. Et donc la commune, à part signer cette convention, qui est obligatoire pour débloquer les financements, est-ce qu'il y a un autre rôle enfin, je ne sais pas si je perçois bien moi, je veux bien en discuter avec la CAF parce qu'on parle beaucoup de territorialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences d'une territorialisation hors de la commune pour notre commune? Je ne sais pas trop... Voilà. Donc là, on va poser certaines questions. Okay. Mais bon, c'est un principe que l'on demande de voter. C'est une convention, c'est un principe. Après,
ça sera à nous de faire en sorte d'être dans les clous avec la CTG. Bon, vous êtes d'accord pour toucher les subventions de la CAF? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, qui est pour? Contre? Il n'y en a pas. Abstention? Il n'y en a pas. L'abstention est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais demander à Michel Ville de nous présenter le renouvellement de la dérogation pour bénéficier de l'organisation du temps scolaire à 4 jours par semaine. C'est-à-dire, c'est un renouvellement, c'est-à-dire une prolongation de ce qui existe déjà aujourd'hui pour notre école. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, vu le Code de l'éducation et notamment son article D 521-12, vu le décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, vu la délibération numéro 8 sur 2018 du Conseil municipal du 19 février 2018 proposant l'organisation du temps scolaire à 4 jours par semaine pour l'école communale de Mazères-le-Zon, vu la lettre de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 décembre 2023, reçue en mairie le 15 décembre 2023, informant sur la possibilité de renouveler la demande de dérogation pour l'organisation du temps scolaire de 4 jours par semaine pour une durée de 3 ans. Vu l'avis favorable du Conseil d'école en date du 12 mars 2024 sur le sujet, considérant que l'ensemble des intervenants consultés sont favorables au renouvellement de l'organisation du temps scolaire à 4 jours par semaine, il convient donc de se prononcer sur cette proposition. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de solliciter auprès du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques un renouvellement de la dérogation à l'organisation de la semaine scolaire pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 comme suit. Jour d'école, lundi, mardi, jeudi et vendredi, aux horaires suivantes de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. Merci beaucoup. Donc, comme Michel l'a dit, l'ensemble des personnes consultées sont favorables et il s'agit, comme c'est dit précédemment, du conseil d'école. Donc, ce conseil d'école siègent les parents d'élèves et les enseignants. Et donc, cette prolongation de dérogation a été votée à l'unanimité. Voilà. Donc, il reste au conseil municipal à se prononcer sur la prolongation de ce qui existe depuis maintenant 2018, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. Sans loin des débats sur les rythmes scolaires. Ça va plus vite. Bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais... N'ouvrons pas le débat. Bien, la 11e délibération sera confiée à Joachim Costa, pour l'organisation d'un atelier jeune 2024. Le rapporteur rappelle à l'Assemblée que la commune organise depuis de nombreuses années maintenant, pendant la période estivale, des ateliers à destination des jeunes de 14 à 18 ans. Cette opération a pour but d'initier les jeunes à la vie active et de mener action de prévention en leur proposant des travaux d'intérêt collectif afin de contribuer à leur insertion dans un projet et à l'apprentissage des règles sociales élémentaires. Ces ateliers visent également à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. Ils sont organisés sur 5 demi-journées représentant 20 heures d'activité réelle. En contrepartie du travail effectué, une bourse de 90 € leur est attribuée
financés par la commune. Ces ateliers sont encadrés techniquement et pédagogiquement par des élus et des bénévoles avec le soutien des services techniques pour la fourniture des matières premières et des outils nécessaires du bon fonctionnement de l'atelier. Au vu des éléments présentés ci-dessus, il est proposé à l'Assemblée de décider de la mise en place d'un atelier pour 18 jeunes sur le mois de juillet 2024. Invité à se prononcer après avoir délibéré, le conseil municipal décide de mettre en place un atelier pour 18 jeunes sur la période estivale 2024. Décide d'octroyer une bourse forfaitaire de 90 € aux jeunes en contrepartie du travail qu'ils auront effectué sur une durée de 20 heures. Précise que cette bourse pourra être modulée en fonction du temps de travail et réellement effectué. Précise que les crédits suffisants sont inscrits au budget primitif 2024. Merci beaucoup, Joachim. J'en profite pour remercier les élus qui s'engagent et qui se dévouent pour encadrer chaque année à peu près 18 jeunes, 17, 18, on essaie toujours d'en accueillir 18, et pour s'occuper de parents pendant une semaine, et pour leur apprendre un minimum de savoir-faire, et tout cela dans leur intérêt, parce que quand on dit que c'est initier les jeunes à la vie active et mener action de prévention en leur proposant des travaux d'intérêt collectif, par prévention derrière il faut entendre les occuper pendant quelques jours plutôt que de les laisser désœuvrer ou oisifs. Donc je remercie tous les élus qui s'en occupent, qui prennent encore plus de leur temps pour le faire, ainsi que, ils ne sont pas là, les bénévoles qui sont présents aux côtés des élus et des services techniques pour les encadrer. Parce que pour que ça fonctionne bien, il faut quand même savoir que pour 18 jeunes, il faut à peu près un encadrant pour 3. Donc ça fait quand même beaucoup d'encadrants. S'il y a moins d'encadrants, si le taux est plus bas, c'est plus difficile pour ceux qui font ce travail. Plus difficile parce qu'il faut quand même des responsabilités, il faut quand même les suivre, il faut les accompagner. Il faut éviter qu'ils fassent des bêtises, ça peut arriver quand on est adolescent. Enfin voilà, en tout cas, il faut au moins limiter, contrôler le niveau des bêtises s'ils en font. Mais bon, c'est toujours très apprécié par eux, c'est très sympa. Et ça va donc faire, je pense, 15 ans qu'on fait ça pour les plus anciens, 15 années d'affilée. Nous avions fait de la publicité la première année, pour accueillir une douzaine de jeunes, on ne savait pas trop se tâter, on tâtonnait un petit peu. Et puis avec le temps, on est arrivé à 18 jeunes, mais nous n'avons plus jamais fait de publicité après la première année. C'est uniquement par le bouche à oreille que les gamins savent qu'ils peuvent faire un atelier jeune, gagner 90 €, parce que bien sûr, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais donc ils gagnent leur petit pécule au début des vacances scolaires, et c'est très apprécié, et c'est vraiment très sympa, c'est du travail, mais c'est un plaisir aussi que nous faisons pour nos jeunes. Voilà. Donc je profite de cette délibération pour le dire. Et donc, y a-t-il des questions? Non. Je peux juste ajouter que cette année, parce que d'habitude, on fait à la fin des vacances, quand les enfants ils sont en vacances, et avant le 14 juillet. Cette année, le 14 juillet, c'est un dimanche, je viens de le revérifier, vous me semblez. Donc ça sera sur les 5 jours de 8 au 12 juillet. Donc on connaît les dates. Donc sur les dates, on n'a pas trop le choix. C'est voilà. Entre les vacances et le 14 juillet, on a 4 ou 5 jours chaque année. Voilà. On n'a pas le choix. Donc les volontaires peuvent déjà retenir les dates dans leurs agendas pour donner un coup de main aux bénévoles. Voilà. Pas d'autres interventions? Non. Bon, alors qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais demander à Bruno Vermès de nous présenter les dépenses à imputer à l'article budgétaire fêtes et cérémonies. Vous avez dû lire cette délibération. C'est vraiment c'est tatillon de la part des services de la trésorerie qui nous demandent de séparer certaines dépenses d'autres. Et alors là, ils
ils ont fait un focus sur la ligne fêtes et cérémonies. Alors on va expliquer tout ce que l'on peut mettre dans cette enveloppe fêtes et cérémonies. Et on va voir qu'ils vont peut-être être déçus parce que c'est pas énorme. Mais enfin voilà, faisons la lecture. Bruno. Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232, fêtes et cérémonies, conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. Il vous est donc proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232, fêtes et cérémonies. D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies organisées par la commune, telles que, par exemple, les gerbes pour les commémorations, les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers événements, et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles. Les cadeaux pour événements familiaux, naissance, mariage, décès ou départ à la retraite d'agents ou d'élus. Les apéritifs, repas, cocktails et prestations diverses servis lors de cérémonies officielles, d'inauguration et des fêtes ou manifestations communales. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, après avoir entendu Madame le maire dans ses explications complémentaires, décide de considérer l'affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 fêtes et cérémonies dans la limite des crédits inscrits au budget communal. Merci. Avez-vous des questions? De curiosité? Ce que je puis vous dire, c'est que pour l'année dernière, pour l'année 2023, si on avait eu cette ligne spéciale, on aurait compté 700 € de dépenses. Ouais. Parfois c'est un peu plus, ça ne va jamais au-delà de 1000 €. L'année dernière c'était 700 €, malgré une pose de première pierre au mois de mai. Mais j'ai fait payer le traiteur par Axanis, donc ça nous coûte moins cher. Je suis toujours très très vigilante, il faut quelqu'un à payer les autres quand on a des partenaires. Hop, 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 surtout qu'ils sont plus riches que nous. Voilà, c'est le vin d'honneur pour le 11 novembre, pour le 8 mai. C'est, oui, le pot de départ à la retraite, on n'en a pas eu l'année dernière. Et certaines années, on en a eu 2 ou 3. Et le cadeau aussi que l'on fait à l'agent qui s'en va à la retraite, on fait un cadeau. Voilà, c'est des fleurs pour remercier telle personne qui a rendu un grand service, etc. Voilà. Donc maintenant, ça sera détaillé, ça sera parfait. Pas de questions? Donc je soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Valérie Casardinier va nous présenter la dernière délibération. Il s'agit d'approuver la convention tirée règlement intérieur et du tarif de location des jardins familiaux. Et avant que tu ne commences, je remercie les élus qui ont planché sur ce dossier, qui était long, c'est une première, en général ça n'en fait qu'une fois. Oui. Mais vraiment c'était assez long de trouver les mots précis qui régiraient la gestion de nos jardins familiaux communaux. Et donc je remercie tout particulièrement Valérie, Julie Champagne, Bruno Vernès, Pachi, non? C'est qu'il y avait d'autres. Anne Chauvency, évidemment, parce que c'est sa commission. Voilà. Et puis ceux qui ont donné un petit coup de main, tous les autres. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame le maire informe l'Assemblée que l'aménagement des jardins familiaux
sera prochainement achevée et qu'il convient donc d'approuver la convention règlement intérieur qui sera signée par chaque jardinier et de fixer le tarif de la location annuelle des jardins. Elle rappelle que l'aménagement est composé de 16 jardins individuels de 50 m² chacun et propose un tarif de location annuelle de 96 €, soit 8 € par mois. Invite à se prononcer et après avoir délibéré, le conseil municipal, vu le projet de convention règlement intérieur annexé à la délibération, vu l'avis favorable de la commission qualité de vie en date du 7 mars 2024, approuve la convention règlement intérieur des jardins familiaux et autorise Madame le maire à la signer individuellement avec les jardiniers. Fixe le montant annuel de la location des jardins à 96 € à compter du 1er mai 2024. Précise que la recette de la location des parcelles sera imputée à l'article 752 du budget communal. Merci beaucoup. Alors, je m'empresse de répondre à la première question qui est ça commence au 1er mai, qui seront les jardiniers? Bon, alors pour l'instant, on ne sait pas, parce qu'on a fixé au 1er mai, mais je ne sais pas si ça commencera au 1er mai, les locations, hein, parce que maintenant, il faut communiquer, faire appel à des candidats jardiniers, puis il faudra les trier, selon des critères qui ont été établis par la commission, mais qui sont indiqués dans le règlement intérieur, hein, dans la convention. Donc vous l'avez tous lu attentivement, je suppose. Je ne sais pas si on sera, honnêtement, c'est un peu juste pour le 1er mai, je pense. Hein. Il faut écrire, il faut communiquer, il faut distribuer, il faut faire savoir, il faut récupérer les candidatures, il faut les trier, etc. Donc ça me paraît un petit peu juste. Mais si c'est valable au 1er mai, ça sera valable au 1er juin. On est bien d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La deuxième question. Oui. Une question. J'ai lu, je voulais savoir si c'était attribué à une famille ou à une personne. Par exemple, si c'est la famille Dupont de la rue du 8 mai, est-ce que c'est attribué à monsieur Dupont, madame Dupont, ou est-ce que c'est à la famille? Parce que j'ai vu qu'à la fin du règlement, si le titulaire décède, la convention est caduque. Et si c'est monsieur et madame, alors monsieur il décède, madame elle va acheter les poireaux au relais de pot. Je peux me permettre, au début de la convention, c'est entre la mairie et une personne. Mais il me semblait. Pas la famille. Mais voilà, donc si c'est le monsieur et qui décède, là elle est virée du jardin. Mais elle peut candidater. Elle peut candidater. Elle ne peut pas l'avoir un suivant en fait. Elle peut reprendre mais on n'est pas des sauvages. Ça m'a choqué. D'abord, au moment où le monsieur décède, parce que c'est un monsieur, oui, là, par exemple. Ce sera les messieurs qui décèdent avant. Monsieur décède. Il y aura peut-être encore des produits qui vont pas. Je vais laisser à madame le temps qu'elle se retourne, on va lui dire qu'est-ce que vous comptez faire du jardin, vous voulez le garder ou pas. Si elle dit non, ben, on lui laisse 3 mois pour finir de récolter ce qu'elle veut et ça nous laisse le temps de trouver quelqu'un d'autre. Et puis si elle le garde, on fera une nouvelle convention avec elle. Avec elle, qui continue celle-là. Mais on fait ça à la bonne franquette, mais c'est moi, c'est quand même, on va pas... Non, mais c'était pour faire voir que je l'avais lu. Non, mais c'est vrai, j'ai vu ça. Il est très compliqué de mettre plusieurs cas de figure. Mais oui. C'est en fonction de... Et puis, il y a des gens qui peuvent être aussi seuls, célibataires. Oui, aussi. Bon. Et nous poserons la question au Mantinier. Alors, qui d'autre a une question à poser pour montrer qu'il a lu la convention? D'autres questions, non? Bon, on passe au vote. Le tarif, ça vous a pas... Parce que là, on a débattu pendant 1 heure du tarif. Plus cher, moins cher, etc. 8 € par mois. Pour des installations superbes. Je ne sais pas si vous êtes tous allés voir par curiosité, aller regarder les constructions des cabanes et tout ça. C'est en cours d'achèvement. Je pense que ce sont des belles installations parce que nous tenions absolument à ériger quelque chose de joli. Pour pas faire des favelas au milieu du village, quoi. Hein, donc c'est quand même très joli. Il y a beaucoup d'investissements de la commune. Je rappelle qu'on a voté 50 plus
On a fait une rallonge, environ 53 000 ou 54 000 euros pour construire ces jardins, aménager ces jardins, sans compter le prix du terrain, mais ça on l'a oublié parce que c'était il y a 10 ans. Voilà, donc c'est quand même un joli investissement, bon, 8 euros par mois, ça leur donne quelque chose d'agréable, et je crois qu'on respecte mieux ce qui est pratique, agréable et esthétique que des bouts de bicoque règle de valeur. Voilà. Donc je le soumets au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est adopté à l'unanimité. Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour des délibérations est terminé. Nous allons passer aux questions diverses. Au revoir, mesdames. Au revoir. Alors, nous avons 4 questions présentées par Julie Champagne. Première question. Connaissez-vous l'état d'avancement de l'analyse des besoins sociaux mise en place par l'agglomération? Quels ont été les moyens de diffusion du questionnaire ainsi que le nombre de réponses collectées pour la commune? Alors, non, je vais développer. La communauté d'agglomération a lancé au début de l'année dernière une démarche globale intitulée « Analyse des besoins sociaux et convention territoriale globale » dont on a parlé tout à l'heure, pour le compte de la CAF. Ces 2 sujets étant reliés parce qu'ils ont appelé le portrait social de territoire, a été réalisé pour la première fois à l'échelle intercommunale. J'avais d'ailleurs été interpellée par M. Glorieux sur ce même sujet pour l'analyse des besoins sociaux en CCAS. Vous vous souvenez? Et je vous avais répondu que non, on n'allait pas faire, nous, commune de Mazères, une analyse des besoins sociaux, que c'était au-delà de nos compétences, mais que nous savions que prochainement, la communauté d'agglo allait lancer cette étude à l'échelle des 31 communes. Bon. Le projet a été lancé en début d'année dernière, mais malheureusement, il a aussi connu quelques vicissitudes parce que la personne à chargée de mission qui avait la responsabilité de ce travail est tombée malade pendant 6 mois, et donc ça a pris 6 mois de retard. Et en plus, les retours, non pas de cette personne, mais d'un bureau d'études, du bureau d'études qui avait été saisi pour conduire l'analyse, a rendu un travail qui n'était pas satisfaisant. Et donc il a fallu relancer aussi ce travail de retour. Par conséquent, au regard de ces échéances, la CAF a demandé à la communauté d'agglo de recentrer son diagnostic sur les 4 thématiques piliers de la convention CTG, là, afin de pouvoir signer la convention territoriale globale que nous avons votée tout à l'heure, avant le 31 mars 2024. Donc ça, c'est le volet qui a été accéléré pour qu'on le fasse avant le 31 mars. Chaque commune devrait recevoir très prochainement une fiche personnalisée, dont je parlais tout à l'heure, ainsi que les réponses au questionnaire. Alors, vous devez savoir que la diffusion, puisque c'est aussi votre question, que la diffusion du questionnaire s'est faite en ligne sur pau.fr. Bon, on s'est dit que ça n'allait pas toucher beaucoup de monde et que le retour du questionnaire serait peut-être un peu léger. Donc, nous l'avons relayé sur la commune, sur l'ensemble de nos moyens de communication depuis 1 an, en avril de l'année dernière, le site internet, l'application City Hall, le panneau lumineux, tout cela renvoyant au site internet de la communauté d'agglomération, pendant toute la durée de l'enquête, et de plus, pour être sûr de toucher un public qui n'est pas forcément très internaute, on a sélectionné le fichier de toutes les personnes de plus de, un prix assez bas, de plus de 70 ans. 70 ans, je pense qu'on est internaute, mais bon, on a pris 70 ans et plus, et on a écrit personnellement à tous les Mazérois qui ont plus de 70 ans pour les sensibiliser à l'existence de cette enquête et leur demander d'aller voir et d'y répondre de façon à participer au questionnaire.
Donc ça, on l'a fait aussi l'année dernière. Et d'ailleurs, ils ont été distribués, ces documents, à domicile, d'ailleurs, vous l'avez fait aussi, distribués par les élus du CCAS. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ne sont pas trop au courant. Voilà, alors depuis, nous avons eu en mairie, en retour, 52 réponses, ce qui est pas mal, ce que je trouve très très bien, et ce sont les réponses sur papier qui nous sont revenues ici. Mais nous, on ne peut pas les exploiter. Donc nous, on a renvoyé tout ça à la communauté d'agglomération, et ça ne comprend pas, ce chiffre, ceux qui ont répondu, les plus jeunes, les moins de 70 ans, ceux-là, on ne les a pas vu passer. Donc tout cela, ils ont répondu directement sur le site internet, et donc tout ça est parti directement à l'agglo. Donc nous, on n'a fait que passer des réponses papier à l'agglo, et par contre, aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Tout ça est en train d'être mouliné par le fameux bureau d'études et la chargée de mission qui avait malheureusement été tombée malade. Donc la réponse est non, je ne connais pas trop l'état d'avancement, si ce n'est que j'ai des explications sur la raison du temps long. Je ne sais pas quand nous aurons des retours et je n'ai aucune idée de ce qui a pu se dire sur ces questionnaires à Nazaire-le-Don, mais je pense que nous aurons un retour. Voilà. La deuxième question. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, depuis le 1er janvier 2024, les communes ou communautés de communes doivent mettre en place des solutions de tri à la source des biodéchets. Quelle est la position de la commune sur l'accompagnement des habitants et des habitantes? Des actions ont-elles été entreprises au niveau des logements communaux de la place Mendès France? Pour rappel, les ordures ménagères comptent actuellement un tiers des biodéchets, soit 83 kg par habitant et par an, selon l'ADEME en 2023. Très bien, merci. Je sais tout ça. Alors, ce que vous devez savoir quand même, c'est que chez nous, à Nazaire, dans les communes de l'agglo, ce n'est pas de la compétence des communes. C'est de la compétence de l'agglo. La commune a délégué la gestion des déchets à l'agglomération, que ce soit la collecte ou le transport dans les exutoires. Ce ne sont plus les communes qui s'en occupent. Donc, bien sûr, je n'ignore pas la loi du 1er janvier 2024, puisque nous, à l'agglo de Pau, ça fait déjà 3 ans, avec 3 ans d'avance par rapport à cette date du 1er janvier, qu'on s'occupe justement des biodéchets. Biodéchets, je rappelle, c'est les déchets de cuisine principalement, les épluchures, voilà, les déchets de cuisine, tout sauf les emballages, les poubelles grises. Avant on mettait dans les poubelles grises, maintenant on le trie. Tout sauf les déchets verts aussi. Donc pour les biodéchets, eh bien, nous avons commencé à l'agglo depuis 3 ans. Et ça se déploie sur les 31 communes, mais le 1er janvier 2024 n'est pas une date butoir. C'est pas à partir du 2 janvier vous êtes hors la loi. C'était une date, voilà, repère pour que toutes les collectivités de France et de Navarre se mettent au tri des biodéchets à un moment donné. Alors à l'agglo de Pau, on a quasiment terminé le déploiement de ce dispositif des biodéchets. On a commencé il y a 3 ans par les grandes villes comme Pau, Billère, Lens, l'Escar, et même des moins grandes comme Jurançon, Bizanos, etc. Parce que ce sont des villes qui ont beaucoup de quartiers avec de l'habitat collectif et c'était le plus difficile à mettre en œuvre. Parce que, évidemment, trier les biodéchets, pour les mettre où? Quand on connaît le bac jaune, on connaît la poubelle grise, pas forcément le bac marron quand on est en centre-ville ou quand on est dans d'autres communes que la nôtre, parce que les anciennes communautés de communes, Miaille de Béarn et Gavé-Coteau, n'ont jamais eu le bac marron, ça n'a jamais existé, chez eux, ça n'existe que sur les 14 premières communes de la précédente agglo. On n'a pas les exutoires nécessaires pour trier les biodéchets. Donc on a commencé par l'habitat collectif très dense, et par un système qui s'appelle Tribio, qui consiste à mettre sur la voie publique, aux côtés des autres conteneurs d'apport volontaire, des bornes spéciales qui servent à recueillir
les biodéchets de nos cuisines que l'on va apporter avec un bioseau qui a été distribué à tous les habitants. Et les habitants sont informés, équipés, formés, et ils descendent leurs biodéchets dans la borne Tribio qui est ramassée régulièrement par des camions-bennes de la communauté d'agglomération. Donc depuis 3 mois, on a déployé ce dispositif pratiquement partout, dans ces villes que j'ai citées tout à l'heure. Il reste encore quelques résidences qui n'ont pas encore le dispositif, mais c'est vraiment à la marge. Quant aux autres, prenons l'exemple de Mazères. À Mazères, nous n'avons pas les bornes Tribio dont je viens de parler parce qu'on n'a pas des grands ensembles. Pour tout ce qui est de l'habitat individuel des particuliers, eh bien, soit vous avez déjà le bac marron et vous mettez vos biodéchets dans le bac marron, soit, et c'est mieux encore, vous vous êtes équipé d'un composteur et vous pouvez jeter, vous devez jeter vos biodéchets dans le composteur, dans votre jardin, et vous pouvez vous munir d'un composteur que vous pouvez avoir gratuitement parce qu'ils sont remis gratuitement par la communauté d'agglomération, et cela depuis des années. Voilà, ça c'est pour l'habitat individuel, soit pour de l'habitat un peu collectif, parce qu'on n'a pas des gros habitats collectifs à Mazères-le-Zon. Alors prenons le cas des logements de la place Mendes France, et j'ajoute que c'est le cas également des logements de la rue Gaston Phébus. À la place Mendes France, le dispositif a été retardé volontairement parce que l'idée, c'est de rassembler en réunion commune les habitants des 6 logements du premier étage du bâtiment du centre social, mais aussi les responsables du centre social, de la crèche, des écoles. Encore que pour les écoles, le problème il est assez facilement réglé, il y a très peu de biodéchets, ils sont très facilement éliminés au fur et à mesure vers des composteurs individuels de la commune. En tout cas, réunir tous les gens qui habitent là pour leur expliquer ce qui existe, ce qu'on peut faire avec eux. On ne va pas distribuer des bacs marrons à des gens qui habitent dans des appartements, c'est dommage. Et je crois que les autres partenaires, comme crèche ou centre social par exemple, ou cantine, pourraient être intéressés par avoir un composteur collectif. Parce qu'un composteur pour un seul, c'est un peu difficile. Ouais. La cantine ne fait plus aucun déchet. Oui, je viens de le dire. Donc c'est. Je viens de le dire. Non, tu tapais là, je disais, c'est récupéré par des particuliers. Tu n'avais pas la cantine pouvait être Oui. Donc elle en fait plus de déchets, elle est très... Non mais c'est bien de le souligner aussi. C'est bien, oui, t'as raison. Voilà, donc l'idée c'est de les réunir. Jusqu'à présent, il y avait eu des travaux, des longs travaux, donc je trouve que ce n'était pas opportun de le faire à l'époque, mais c'est bien dans le calendrier des services de la communauté d'agglomération qui sont en charge de ce déploiement, comme on dit, et qui vont, je vais peut-être leur passer un petit coup de fil pour leur dire de ne pas nous oublier, mais je suis sûre que c'est déjà inscrit dans une période à proposer pour ces personnes-là. Et pour les personnes qui habitent, les habitants qui sont à la rue Gaston Phébus, c'est pareil, on a demandé de suspendre le dispositif parce que vous savez tous que la construction du logement collectif a pris des années de retard, ça n'en finissait pas. Et puis après, il fallait que les extérieurs soient un petit peu aménagés aussi. Et donc, c'est comme pour Mendes France, ils sont dans le calendrier des services de l'agglo et ils seront tous contactés par les services pour discuter ensemble, pour une réunion de tout le monde, qu'ils soient dans le collectif ou qu'ils soient dans les pavillons individuels, pour se mettre d'accord autant que possible sur une solution, sachant qu'on peut leur proposer un composteur collectif, ou bien, bon, ce serait moins vertueux, mais s'ils ne se mettent pas d'accord là-dessus, on pourra proposer, puisque tous ceux qui sont en pavillon, ils ont déjà le bac marron, de mettre leurs déchets bio dans le bac marron. Et puis ceux qui sont en collectif, d'avoir un bac supplémentaire, spécial pour les biodéchets, qu'ils rentrent dans la résidence à l'intérieur avec
le bac des poubelles grises, et puis qu'on ressort. Et c'est dommage parce que ça oblige une benne spéciale à venir spécialement pour un bac dans une rue. Bon, voilà, ça fait aussi du bazar, de la pollution de camions, etc. Voilà. Donc c'est eux qui verront. Moi, on m'a demandé de choisir, j'ai dit non. Je ne choisirai pas. Pour qu'un système soit adopté, il faut que ce soit les gens qui choisissent eux-mêmes. Il faut leur expliquer les enjeux, comment ça marche, pourquoi on le fait. Et ils sont assez intelligents pour trouver la meilleure solution collective. J'ai répondu à tout là pour cette question, je veux dire. Oui. D'accord. Les logements de l'idée, c'est pareil. Il y en a, C'est fait déjà, Alors c'est il y a fait. longtemps. C'est fait. Eux, ils ont le bac spécial. Voilà. Et il y a également le suivi. Et j'ai demandé qu'on stoppe tout parce qu'on est en plein travaux. Ils auront à faire. Voilà. Et après les travaux actuels, vous avez dû voir, les façades qui sont en cours, les toitures, les fenêtres, tous les chaudières. Alors ça c'est les travaux intérieurs, plus les intérieurs, salle de bain, remplacement des chaudières, etc. Tout ce qu'on a expliqué à la réunion publique. Donc ça c'est en cours. Les intérieurs, les façades et les toitures, c'est jusqu'au mois de juillet. Et puis après, il y aura la deuxième étape avec les extérieurs, l'aménagement de la place, etc. Sur laquelle il y aura des conteneurs enterrés comme en ville. Ça, c'est déjà acté depuis le début des concertations avec CDC Habitat. Et entre-temps est arrivé Trivio, donc on a dit pour Trivio, on mettra, comme en ville, le conteneur spécial Trivio, et les gens avec leur bioseau apporteront leurs déchets de cuisine à cet endroit-là. Voilà. Merci. Voilà. Donc la question suivante. Quels aménagements sont prévus pour poursuivre la pacification de l'avenue du Général de Gaulle sur la portion qui n'est pas encore rénovée entre le rond-point et le croisement avec la rue Jules Ferry? Le trafic routier reste important sur cette artère dont les aménagements cyclistes et piétons sont pour le moment partiels ou absents. Plus de 6 000 véhicules par jour et plus de 100 poids lourds d'après les comptages du département de 2021. Cette portion accueille des arrêts de bus avec une forte fréquentation, notamment de collèges et de lycéens. La présence du futur du laboratoire d'analyse médicale impliquera un trafic routier supplémentaire, mais aussi des déplacements piétons et cyclistes plus nombreux. Nous souhaitons la mise en place d'une vraie réflexion et d'action pour un aménagement apaisé de cette entrée de village, limitation de la vitesse des véhicules motorisés, sécurisation des déplacements actifs et des usagers les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, à mobilité réduite, poussettes, apaisement et convivialité de l'espace public. Oui, alors, parler d'aménagement à cet endroit-là, ça paraît peut-être très, très prétentieux, même si ça serait fort utile. Bon, malheureusement, on ne peut pas parler de véritable aménagement, parce qu'on est très contraint par comme la traversée de l'avenue du Général de Gaulle. À part l'entrée dans le village, qui est un petit peu plus large, un tout petit peu, mais qui est contrainte parce que tout de suite on tombe sur un arrêt de bus, des bus urbains. La seule chose qu'on a réussi à améliorer, c'est que justement, je ne sais pas si je dois dire grâce, mais disons avec l'arrivée de Biopôle, qui a déposé donc, qui a acheté la parcelle, le terrain, les bâtiments et qui a déposé un permis pour construire un laboratoire, nous en avons profité, nous la commune, pour demander à Biopôle et au département de faire un léger aménagement au niveau de Biopôle. C'est le seul endroit où il y a un petit peu d'espace. L'idée étant de faciliter la circulation douce dans cette partie qui va de la rocade jusqu'au feu tricolore, côté Biopôle. Donc il y a un élargissement du trottoir qui n'est pas que trottoir, mais qui sera un trottoir partagé avec les vélos, les poussettes, les cargos, tout ce qu'on veut, d'accord? Et qui est aussi, ça a l'air très grand quand on passe devant, mais qui a aussi l'emplacement aux normes obligatoires du quai de bus pour faire monter les clients, les usagers du bus. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, il ne reste que la largeur de voirie nécessaire, obligatoire, enfin, je ne sais pas combien ça fait, 6 mètres, quelque chose comme ça, 5 ou 6 mètres, 5,50 et le trottoir qui existait déjà au début qu'on avait fait faire. De l'entrée, oui. On avait fait faire lorsqu'on avait fait l'aménagement, C'est il vrai. n'existait pas au départ. Tu as raison. Lorsqu'on avait fait l'aménagement justement du parcours Jules Ferry, oui, c'est non, c'est pas Jules Ferry, comment ça s'appelle, la rue du Stade, non? Oui, mais on avait fait justement, on avait prévu ce petit trottoir parce qu'il n'y avait absolument pas de trottoir auparavant. Alors, ce trottoir normal, au début, jusqu'à la rue qui tourne à droite, comment elle s'appelle? La rue de Lezon. Jusqu'à Lezon. Et après, à partir de chez vous, c'est un tout petit peu le trottoir, mais pas longtemps, puisqu'après, ça s'amenuise, ce n'est plus un trottoir praticable pour les piétons. C'est plus un chasse-roue pour éloigner les véhicules des maisons, du feu et des maisons. Mais à cet endroit-là, à partir de chez M. Drey par exemple, enfin je ne veux pas personnaliser parce qu'on est en conseil municipal, mais à partir de là, il n'y a plus du tout la place pour que le flux des véhicules ait la place normale, surtout qu'il y a le tourne à gauche. Tourne à gauche, il y en a deux maintenant. Il y en a un pour tourner au laboratoire et il y en a un pour aller dans la rue du 8 mai. Et à partir de là, c'est extrêmement contraint avec la maison qui est de l'autre côté de la rue et de la rue du 8 mai, où se trouve maintenant le cabinet des kinésithérapeutes, puis le tournant dans la rue Henri IV. C'est un carrefour qui est étroit. Voilà. Donc ça, on ne peut pas l'aménager mieux que ça, c'est absolument impossible. Voilà, donc je m'étais pris quelques notes, je ne sais pas si je vais oublier des choses. Oui, donc on a créé quand même ce tronçon de voie douce pour vélos et piétons. Le quai de bus qui était déjà, mais qu'on a réaménagé et à peine un tout petit peu bougé. Pour le reste, voilà, on ne peut pas faire plus que cela. Mais oui, ce qui manque vraiment déjà depuis un certain temps, on va dire, un peu trop longtemps, c'est qu'il y avait un marquage au sol pour guider les piétons vers les traversées piétons. Parce qu'il ne faut pas que les piétons qui sont sur le côté droit, côté rue de Lezon, il ne faut pas qu'ils continuent tout droit pour aller vers le centre du village. Il faut à un moment donné qu'ils traversent absolument pour rejoindre ce qui était avant un simple trottoir et qui est devenu un trottoir aménagé, partagé avec les vélos. Okay, il faut qu'ils traversent en sécurité pour continuer leur cheminement jusqu'au feu, puis traverser jusqu'au kiné, et ainsi de suite. Ils ont le trottoir continu qui va être amélioré. C'est quand les travaux là devant les kinés? C'est bientôt? Ah, l'enrobé sur la route? Ouais, jusqu'au feu. Si tout va bien, enfin, tu veux dire du feu jusqu'à la rocade, semaine? Non. Du feu devant chez M. Drey jusqu'à la boulangerie. Eh bien, c'est un suivant, c'est de la boulangerie jusqu'à la rocade. Oui, semaine prochaine. Ouais. Mais c'est enrobé, tu veux dire, de la route. Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et les trottoirs? Le trottoir côté kiné, qui est abîmé, il n'est pas joli jusqu'à... Mais ceux qui le font, la partie chaussée, enfin qui le font... On va tout faire en même temps? Oui. Du feu, où ils ont repris les oui, on a fait arranger, on a demandé qu'on a rangé les trottoirs. Il y a les 3 places de parking, là où ils ont repris les petites CCE, tout ça. Oui, pour améliorer le passage des poussins, tout ça. En même temps, et semaine prochaine, si tout va bien, je lui la réponse tout à l'heure. Très abîmé. Donc, c'est vrai que le marquage au sol initial, bon, complètement parti avec tous les travaux qu'il y a eu, les passages des engins pour faire tous les travaux sur toute l'avenue du Général de Gaulle d'ailleurs. Donc ça, c'est prévu qu'il soit bien sûr refait, le marquage au sol. Et il faut impérativement qu'à partir de la rue de Lezon, les gens traversent de l'autre côté Biopôle, on va dire, pour continuer à cheminer à pied ou à vélo, surtout pour les enfants. Un vélo pour circuler sur la route, mais pour les enfants. Et ça va créer un cheminement plus sécurisé qui les accompagnera
au-delà des kinés, vers la boulangerie, puis traverser pour aller aux écoles, par exemple. Merci. D'accord. Ça marche. La nouvelle barrière installée à l'entrée du fronton empêche le passage des vélos cargo, des vélos avec carriole, remorque, ainsi que des vélos chargés de sacoches. Cette contrainte impose aux cyclistes de passer par le petit espace situé entre l'enrochement et la barrière plus à l'est pour rejoindre le stabilisé de la voie verte par un chemin de terre sujet aux aléas climatiques. Comment rendre cette voie verte plus accessible à toutes les mobilités? Il y avait une image en pièce jointe. D'accord. Alors, comment rendre cette voie verte plus accessible à toutes les mobilités douces? Je fais allusion aux 2 roues à moteur. Parce qu'il n'est pas question de la rendre accessible aux mobilités à moteur. On est d'accord? Ouais, là, la question, ça concerne aussi les vélos qui souhaiteraient rejoindre la voie verte. Ce sont des mobilités douces. Oui. Les vélos. Mais donc, Il passe pas. ça passe, mais c'est... Oui. Mais comment rendre, d'accord, accessible? Oui, toutes les mobilités actives, j'aurais dû douces. Voilà, je précise. Bon, il se trouve qu'il y a quelques mois, le SMEC, le syndicat mixte des autoclaves, a décidé de fermer cet accès-là. On voit tous duquel on parle, c'est-à-dire celui qui va vers la voie verte en laissant à gauche le stade et le préfabriqué. D'accord? Celui de la photo. Oui, celui de la photo. Alors, à quelques mètres de là, il y a cette barrière qui est en photo. Le SPEC a décidé de mettre une deuxième barrière plus tôt au niveau du préfabriqué. Il y aura 2 barrières qui vont se suivre pour empêcher les véhicules d'aller se garer dans ce petit tronçon de voie sans issue pour 2 raisons. La première, c'est pour, disent-ils, empêcher que des huiles de vidange ou autres trucs qui pourraient couler des véhicules ne viennent sur le sol et donc aillent polluer ce secteur très sensible, des champs captants de l'eau potable. Et puis aussi parce que les gens qui vont comme ça, ils se reculent, qui manœuvrent pour repartir, souvent ils touchent un peu devant, un peu derrière, et ils abîment la clôture du SMEP qui limite ces espaces. Voilà. Donc, bon, ça doit être fait. Donc, je les ai fait attendre un peu longtemps, mais finalement, on a dit, allez, on va accepter. Cependant, je leur ai demandé, en même temps qu'ils avaient l'idée de d'installer une barrière, sûrement la même que celle qu'on a déjà vue, qui existe déjà, je leur ai demandé de proposer un dispositif pour le passage des mobilités douces. D'accord? Et voilà, on en est là, on attend. D'accord? Donc, je pense que ça ne va pas tarder, parce que là, ils sont de plus en plus pressés de fermer, mais nous avons aussi nos exigences, gentilles exigences, enfin voilà, on ne veut pas qu'ils viennent mettre une barrière infranchissable, et tant qu'à faire, une barrière un peu mieux franchissable que celle qui existe déjà. Je vous inviterai à venir discuter de ça. Parce que vraiment, c'est un vrai casse-tête. Parce que j'ai lu, je crois dans la question, vous l'avez dit, que l'autre barrière qu'on a mise côté fronton, qui sert à filtrer les vélos, qui filtre beaucoup les vélos, peut-être un peu trop. Il y en a beaucoup qui préféraient passer sur la petite butte qu'il y avait avant, mais les motos passent par là, beaucoup de monde passe par là. C'était pas quelque chose de définitif. C'est resté comme ça un petit peu, ni fait ni à faire pendant longtemps, parce qu'on a eu d'autres travaux à côté. Bon, voilà, c'est très bien. Maintenant, il y a cette barrière-là, qui laisse passer presque tout le monde, mais pas les vélos cargo, c'est vrai, ni les vélos à petite remorque. Bon,